bien, bonjour à tous et merci d'être ici, merci d'être venu pour cette conférence. J'espère que vous êtes contents d'être là aujourd'hui puisqu'on va parler d'un sujet qui me tient à cœur et aussi un sujet un peu tabou en France sur lequel il est pas facile de parler, c'est l'argent. Moi je suis un petit peu gêné aussi parce que déjà d'une, je vais parler d'argent mais aussi parce que le titre de la conférence est faux. Comment gagner jusqu'à 7 000 € par mois avec un podcast? Mais je crois savoir pourquoi en fait. La première fois que j'ai eu Laurent au téléphone, c'était il y a quelques mois, on se connaissait pas encore et il m'a appelé, il m'a dit bah voilà Barthélémy, est-ce que tu pourrais bien venir gratuitement à un événement payant où les gens vont payer pour venir te voir, pour que tu donnes des conseils afin de leur apprendre à gagner plus d'argent. Donc quand je lui ai demandé s'il avait un budget pour moi et qu'il m'a répondu non, forcément j'ai un peu toussé, j'étais pas très à l'aise. Mais bon, je voulais entendre ses arguments, je voulais aussi connecter avec lui, j'ai écouté jusqu'au bout ce qu'il avait à me dire. Au bout d'un moment, bah forcément est venue la question un peu fatidique entre deux podcasteurs, entre deux créateurs de contenu. Tiens, et Bart, combien est-ce que tu gagnes? Et à ce moment-là, bah je lui ai dit la vérité, je lui ai dit écoute, là en ce moment, mon plus gros contrat, je viens de signer pour une campagne 16 000 € pour un mois de sponsoring. Et là, c'est lui qui s'est mis à tousser. Du coup, je crois qu'il a un petit peu bugué et forcément, il s'est trompé dans le titre. Au lieu de mettre 16, il a mis 7. Mais on va pas lui en vouloir parce qu'il a organisé un super événement. Et d'ailleurs, on peut lui faire quelques applaudissements maintenant. Bon, bien que le titre de cette conférence soit fausse, hein, des podcasts et des thunes, on aurait pu l'appeler des podcasts et plein de thunes. Ce titre, il est quand même beau, je trouve. Il a quelque chose de sentimental. Il y a un petit quelque chose. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très paradoxal. C'est quand même deux mots, podcast, thunes. C'est deux mots qu'on voit pas souvent ensemble. On aimerait bien les voir plus souvent mêlés, mais on nous a bien répété que c'était compliqué de faire de l'argent avec du contenu et avec des podcasts. Bon, et si je suis ici, c'est probablement parce que j'ai réussi à faire les deux, à mêler ces deux mots ensemble. Mais comme je vous connais pas encore, je vais vous demander, tiens, dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui vraiment arrivent à vivre à 100% de leur podcast? Ok. Bon, on n'est pas beaucoup, hein. C'est marrant parce qu'on voit que certains se tournent dans la salle pour voir si leur concurrent lève la main ou pas. Ce qu'on appelle un peu c'est de la bienveillance un peu jalouse, hein, mais vous en faites pas, c'est naturel. Et puis on va essayer de profiter de cette conférence pour que tout le monde à la fin puisse lever la main. Puis forcément, si vous êtes ici, c'est que probablement vous êtes aussi vous-même un peu paradoxaux. Probablement vous-même, vous aimeriez bien faire plus d'argent. Mais je vous entends déjà dire les petites phrases que j'entends lors de certains cafés ou déjeuners que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous. Du type, non mais moi mon audience, elle veut jamais entendre de sponsoring. Vraiment, j'ai pas le droit de faire de la publicité. Ou tiens, si je demande 5 € pour mon Patreon, je vais vraiment passer pour un mendiant. Ou encore pire. Non mais moi, je sais pas vendre, je suis pas fait pour ça. Vendre des produits, mais jamais, hors de question. Bref, rassurez-vous, dès que vient le mot argent, on est tous un petit peu paradoxaux. C'est un sujet qui est très commun en France et on a tous ce tabou. Et si ça peut vous rassurer, moi aussi je partais de très 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 loin. On a tous une histoire un peu personnelle avec l'argent, moi j'ai une grosse névrose. Et si vous voulez, on peut revenir en arrière, je vous raconte rapidement mon histoire. D'un côté, j'ai papa, fils d'épicier, petit-fils de mineur, communiste, hein, au plus fin fond de son être. Et puis papa, il est allé dans une fac, il a appris l'économie. Et puis il a découvert le monde de la finance, de l'immobilier. Et puis 40 ans plus tard, papa, il gagne 150 000 € par an. Il gagne très très bien sa vie. Mais vous comprenez, sur les dîners de famille, il faut surtout pas le dire aux cousins, aux cousines, aux grands-parents, parce que il faut pas dire qu'on gagne de l'argent. Faut rester humble. Faut valoriser la souffrance, le labeur et le travail. De l'autre côté, il y a maman, un peu pareil. Maman, elle est juge au tribunal pénal de Créteil. Donc vous comprenez, on représente l'État, on représente le peuple. Donc si on a de l'argent, pareil, il faut se cacher. Donc on arrive dans une situation très paradoxale où, d'un côté, effectivement, on fête quelques anniversaires chez Ducasse. Les vacances, c'est minimum 10 000 km en avion, sinon c'est pas des vraies vacances. En hiver comme en été. Puis de l'autre côté, on roule en Kangoo, on s'habille chez Decathlon. Et puis, on dira surtout à personne qu'on part en vacances, tout simplement. Donc moi, ça m'a créé aussi une situation très paradoxale à l'intérieur de moi. Et je pense qu'on l'est tous un peu. C'est que forcément, d'un côté, j'essaie d'être quelqu'un de très généreux, de donner beaucoup. Tous les jours, je me force de donner quelque chose à quelqu'un dans le besoin. J'invite toujours au restaurant dès que je le peux. Mais forcément, j'aime ça, l'argent, quoi. Je le cache pas. J'aimerais toujours en avoir un peu plus. C'est peut-être quelque chose de maladif, mais dès que je peux faire grossir un chiffre, je le fais. Et là, vous allez probablement commencer à me juger légèrement. Vous allez probablement commencer à vous dire, tiens, mais c'est qui ce mec? Il en veut toujours plus, pourquoi? Alors qu'en plus, déjà, il gagne bien assez. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose que je pense sincèrement. On ne devrait pas avoir du remords à apprécier l'argent ou à en vouloir un peu plus. En fait, si on veut pousser un peu la métaphore, l'argent, c'est un peu comme le talent. Ce qui compte, c'est pas d'en avoir. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait. On ne devrait pas avoir honte
d'avoir une petite maison secondaire au bord de l'océan pour inviter ses amis ou sa famille les étés pour se retrouver avec sa petite tribu tous les ans. On ne devrait pas avoir honte de vouloir payer des bonnes études, ou en tout cas les études que nos enfants veulent vraiment. On ne devrait pas avoir honte de pouvoir faire un break dans son boulot pendant un mois ou deux, tout simplement pour souffler ou pour lancer un nouveau projet, parce qu'on se sent un petit peu fatigué et qu'on a besoin de couper et d'arrêter un peu de travailler. On ne devrait pas avoir cette honte-là. Mais dès que le sujet vient en France, comme je vous le disais, il y a toujours un rapport un peu spécial, un peu névrosé, un peu particulier. Et généralement, quand on parle d'argent, on se rend compte que ça vient très souvent du regard des autres. Moi, en tout cas, dans mon histoire, c'était ça. J'avais peur d'être jugé. Quand on a la honte de parler d'argent, forcément, on a peur aussi de ce que les autres vont en penser. Et quand on fait le point de liaison entre, effectivement, l'argent et le regard des autres, souvent, il y a un autre mot tabou dans le langage des podcasteurs, des créateurs de contenu et de beaucoup d'autres gens, c'est la vente. La vente, c'est comment est-ce que on va aller gagner un petit peu plus sa vie. Pour bien comprendre notre rapport à la vente, d'abord, je vais vous poser 2 questions. Qui parmi vous aime vendre dans la salle ? Ouais, je vois que là non plus, on n'est pas nombreux. Ensuite, qui parmi vous a déjà acheté ou payé pour une formation de vente avant aujourd'hui ? Ok. Ça montre bien que vous n'avez pas spécialement d'intérêt pour cette compétence. Ça montre bien que vous valorisez pas forcément la compétence qu'est la vente. Et pour vous montrer que vous le valorisez pas très bien, je vais aussi vous mettre dans une situation un peu particulière. Imaginez que je vous propose, là, maintenant, de générer sur votre podcast, maintenant, sur votre média, générer cette année environ 100 000 euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez lever la main si vous êtes intéressé par le deal et vous pouvez lever la main si vous souhaitez que je fasse ça pour vous. Ok, là on voit qu'il y a des gens qui répondent. Ok, maintenant, si je vous dis que je vous propose de prendre 60% de commission sur tout ce que je génère. Là, vous vous dites probablement, tiens, Bart, il est un peu gonflé. Bart, il est très gourmand. Bah ouais. Mais j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous préférez être cette personne qui va refuser de gagner 40 000 euros parce qu'il donne trop à quelqu'un d'autre qui va vendre à sa place, et notamment qui refuse de l'argent presque par ego ou par orgueil du créateur? Ou est-ce que vous êtes plutôt cette personne qui va saisir l'opportunité et se dire bon, là aujourd'hui je suis à 0 et j'accepte de recruter quelqu'un qui va travailler pour moi, qui va faire un travail particulièrement ingrat, qui est celui de la vente, pour aller chercher ces 100 000 euros de chiffre d'affaires? Effectivement, en France, on valorise pas ce métier-là. On valorise pas le fait d'aller travailler, d'aller vendre, en fait, à notre place. On nous l'apprend pas à l'école, on nous le fait pas valoriser, on nous fait pas aimer ce métier. Et du coup, si on n'aime pas ce métier, forcément, on n'a pas envie de le faire. Si on n'aime pas la vente, c'est parce qu'on nous a pas appris à l'aimer. En fait, la vente, c'est pas forcément uniquement des vieux monsieur avec un cigare dans un costard en naphtaline qui parlent très fort. C'est pas du tout ça. C'est peut-être la personne que je serai dans 30 ans, mais en tout cas, je le souhaite pas. Et puisqu'on aime bien les métaphores, en fait, la vente, c'est un peu comme l'amour. Il en existe plusieurs langages. Il y a certains qui vont être très entreprenants, qui vont être très fonceurs, qui vont être un peu fous et aller vite et aller de l'avant. Puis à l'inverse, il y a peut-être ceux qui vont être beaucoup plus timides, beaucoup plus timorés, beaucoup plus introvertis, qui vont plutôt prendre le temps, poser des questions, être patients. En fait, il existe autant de langages de l'amour qu'il existe de langages de la vente. Et vous connaissez probablement les langages de l'amour. Et c'est pareil dans la vente. Il y a autant de styles de vendeurs, de bons vendeurs, qu'il n'y a de style d'acheteur. Et ce n'est rien de plus qu'une séduction, et que c'est une connexion entre deux personnes qui vont essayer de connecter leurs intérêts. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris ça, on casse déjà plein de barrières et plein de croyances limitantes qui nous empêchent d'aller vers l'autre, et qui nous empêchent d'essayer de proposer nos services, qui nous empêchent de vendre du sponsoring, pourquoi pas. Donc dites-vous bien ça, que n'importe qui peut avoir son style, que n'importe qui peut vraiment être un bon vendeur. Et oubliez cette croyance limitante que c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour vous. Je vous assure, les meilleurs vendeurs sont pas ceux qu'on croit. Et que on peut être cette personnalité un peu fonceur, un peu qui parle fort, avec beaucoup de charisme, très éloquente. Mais en fait, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'aime pas ça, qui est plutôt dans la retenue, qui a besoin de temps, ça va pas matcher. Il y en a vraiment pour tous les styles de personnalité. Rassurez-vous. On m'a demandé de venir aujourd'hui avec quelques conseils pour vous. Et le premier que j'ai envie de vous donner, il est un peu paradoxal. La prochaine fois que vous allez rencontrer un prospect ou un futur client, c'est vraiment d'oublier la vente, d'oublier que vous êtes en train de lui vendre quelque chose et d'essayer de faire de cette personne votre ami. Ça va peut-être faire rire certains d'entre vous, mais moi, certains de mes prospects, je suis allé faire un footing avec eux. Je les ai emmenés dans une salle de musculation faire du sport avec eux. Parce qu'en fait, quand je rencontre un prospect, quand je rencontre un futur client, mon premier objectif, c'est comment est-ce que je peux devenir son ami. Et du coup, pendant les 15-20 premières minutes, je lui parle pas de mes produits, je lui parle pas de mon podcast, je lui parle pas d'argent. J'essaie vraiment de me connecter avec cette personne. Et du coup, je vais lui demander, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie? Est-ce qu'il a des enfants? C'est quoi son plat préféré? Où est-ce qu'il est parti en vacances? J'essaie vraiment de trouver le maximum de chemin pour créer une connexion émotionnelle avec elle.
J'écoute aussi ses langages de l'amour. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce que c'est quelqu'un de rationnel, qui a besoin de chiffres? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'empathie, qui a besoin de prendre un peu de temps? Donc vraiment, si vous avez peur, notamment si l'argent est un tabou pour vous et que vous avez peur d'aller vers l'autre, oubliez complètement ce que vous avez à vendre et vraiment essayez de créer une relation. L'objectif numéro 1, c'est de créer une relation avec votre interlocuteur. Et là, on est dans l'empathie. On n'est pas du tout dans le vendeur agressif qui est toujours assoiffé d'argent. Non, on est dans l'humain, on est dans l'écoute, on est dans le partage. Le deuxième conseil que j'aime beaucoup donner, notamment pour les personnes qui débutent, c'est que on ne devient pas du jour au lendemain un vendeur expérimenté qui arrive à vendre des campagnes publicitaires à 20 000, 50 000, 100 000 euros. C'est pas inné en fait. Et même le plus grand vendeur, généralement, il commence par des plus petits produits. On voit beaucoup, peut-être dans certaines séries américaines, certains films, ce gamin. Moi, je regardais Calvin et Hobbes, cette BD, dans lequel le gamin, en fait, vend des limonades à 1 euro ou fait des vides-greniers pour essayer de se faire un petit peu son argent de poche. Et c'est la même chose, en fait, quand on commence et quand on débute dans la vente, dans la commercialisation, c'est qu'on essaye de vendre des petits produits. Il faut essayer de trouver le produit qui nous correspond et commencer avec quelque chose de petit. Ça permet peut-être d'enlever quelques freins, de plus avoir ce complexe du grand nombre et de se dire est-ce que je vaux vraiment le tarif que j'ai proposé? Si vous commencez peut-être à vendre, des e-books ou vous essayez de vendre quelque chose vraiment à un prix réduit, ça va vous casser votre barrière parce que vous aurez plus de gêne à l'autre à vous dire tiens, c'est bon, je lui vends quelque chose à 1 euro, à 10 euros. C'est pas très engageant. S'il est pas content de mon produit, s'il est pas content de ce que je lui offre, c'est pas grave, il va pas me demander un remboursement et je vais pas me sentir mal, je vais pas culpabiliser de lui avoir vendu quelque chose de trop cher. Donc vraiment, essayez de commencer avec des petits produits, commencez avec des petits prix. Une fois que vous êtes à l'aise, essayez pourquoi pas de vendre des projets un petit peu plus conséquents. Il y a forcément un conseil qui suit. Une fois qu'on a trouvé son style, c'est aussi de trouver son produit. Beaucoup de podcasteurs, beaucoup de créateurs de contenu vont se focaliser sur un style. Tiens, j'entends chez un tel du sponsoring. J'entends que Bart, il fait du pré-roll. J'entends que Bart, il fait des épisodes sponsorisés. Il vend à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je vais essayer de faire la même chose. Mais en fait, non. Trouvez votre produit. Si vous êtes à l'aise à l'idée de vendre du sponsoring, faites-le. Si vous êtes à l'aise plutôt à l'idée de vendre des formations, à l'idée de vendre vos services, allez-y, faites-le en fait. À chaque personne ou à chaque podcast, à chaque créateur, il existe un produit qui correspond un peu mieux, avec lequel on est le plus à l'aise. Et en fait, le produit que vous allez vendre, vous devez presque le ressentir. Vous devez presque sentir dans vos tripes que vous n'êtes pas gêné de le vendre et que même si vous avez un peu ce syndrome de l'imposteur, vous êtes aligné avec celui-ci. Donc vraiment, si vous avez essayé de vendre 2 ou 3 produits et que ça n'a pas marché, continuez. Vraiment, essayez d'aller chercher d'autres produits que vous pourriez commercialiser. Et tant que vous n'avez pas tout essayé, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas fait pour ça. Et il en existe une multitude. Donc si vous avez envie de me demander des idées de produits à vendre, n'hésitez pas à venir me voir, je vous en donnerai des dizaines. Mais en tout cas, ne cessez jamais d'arrêter d'itérer sur quel produit vous essayez de commercialiser. Bon, le 4e conseil que je vais vous donner, il va faire rire certains, il peut être un peu sarcastique, mais c'est que des fois, il faut pas perdre son temps avec les gens qui n'ont pas de thunes, tout simplement. Par là, j'entends, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, je dis que il faut peut-être pas perdre son temps avec les gens qui sont pas intéressés par votre produit ou pour qui c'est pas le moment. Et en fait, faut pas le prendre pour soi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de rencontrer des prospects et le jour où je les rencontre, ils sont pas de bonne humeur. Ils viennent se prendre un savon en réunion. Ou tout simplement, c'est la fin de l'année, ils ont plus de budget en fait, tout simplement. Mais en fait, je reviens les voir 3-4 mois après et là, peut-être que leur enfant fait ses nuits et arrête de pleurer. Ils ont changé de patron. Du coup, ils ont enfin une bouffée d'air frais, ils se sentent beaucoup mieux. Et en fait, on leur a libéré du budget, c'est le début de l'année, et à ce moment-là, ça se passe mieux. Faut pas prendre les choses pour soi, quoi. On n'est pas responsable des événements extérieurs, et quand on essaye de vendre quelque chose à quelqu'un, peut-être que c'est pas le bon moment pour lui. Il faut essayer de pas perdre son temps, et peut-être de passer à autre chose, et de pas forcément perdre du temps quand il y a trop de paramètres externes que vous maîtrisez pas. Donc là, encore une fois, ça nous empêche pas d'essayer de vendre des produits pas chers, ça nous empêche pas d'essayer aussi d'avoir une offre généreuse, qui peut être dédié aux étudiants ou aux personnes qui n'ont pas d'emploi, par exemple. On peut faire des choses très sympas. Mais peut-être que deux fois se dire, c'est pas le bon moment, tout simplement, et du coup de passer à autre chose. Et enfin, c'est le dernier conseil, et je vais terminer là-dessus, c'est peut-être d'arrêter de vous considérer comme des podcasteurs, d'arrêter de vous considérer comme des gens qui ont un petit podcast, et d'essayer de vous considérer plutôt comme un média. Pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai co-créé un site de rencontre. Alors, ça n'a pas été un succès commercial dingue, loin de là, bien au contraire. Mais quand on est fondateur d'un site de rencontre, généralement, on se retrouve avec plein de médias féminins qui essayent en fait de nous appeler et de nous commercialiser des espaces publicitaires. Généralement, ils mettent le pied dans la porte avec une demande d'interview, qui va peut-être être publiée sur leur blog. Et en fait, quand on creuse et qu'on leur demande, ouais, mais où est-ce qu'il va être publié cette interview? Et là, on comprend toute la magie de certains médias qui, en fait, va venir vous facturer
plusieurs milliers d'euros pour la newsletter, plusieurs milliers d'euros pour la publication sur des réseaux sociaux, plusieurs milliers d'euros pour la mettre en homepage du site et la relayer. Et en fait, c'est comme ça qu'ils font leur commercialisation. Et alors certes, aujourd'hui, vous avez sûrement un podcast, c'est sûrement le médium qui vous prend le plus de temps, qui vous tient le plus à cœur, mais essayez de vous considérer comme ce média. Quand vous approchez peut-être un sponsor, c'est d'essayer de lui proposer un peu tous vos produits. Certains d'entre vous postent souvent sur LinkedIn, d'autres ont une newsletter, d'autres sont très présents sur Instagram. Et pourquoi pas essayer de faire un package, comme font ces gros médias, et d'essayer de mettre tout ensemble. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être que déjà vous serez plus aligné, vous accepteriez pas des clients desquels vous parleriez d'eux sur tous les canaux, et en plus, ça vous permettre peut-être de vendre des produits un peu plus conséquents et aussi enfin de comprendre qu'est-ce qui intéresse vraiment votre interlocuteur, qu'est-ce qu'il aime vraiment. Est-ce que c'est que le podcast qui l'intéresse ou est-ce qu'il a envie aussi de gagner peut-être des abonnés sur Instagram, peut-être qu'il a envie de générer des clients via votre newsletter en partageant un code promo ou un lien affilié. Et là, en proposant ça, vous allez vraiment comprendre ce que votre client a en face de lui. Voilà, j'ai essayé de vous partager un maximum de valeur dans cette conférence. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et je vous remercie de votre attention. À plus.